Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent Lectio Letalis de Laurent Philippari, interprété par Xavier Thiam. Les éditions Paul Gerbert. Paris, fin avril 2013. Alexandre ouvrit à la volée la porte de son studio, le visage transporté d'allégresse. Il venait de décrocher un poste d'assistant d'édition dans la prestigieuse maison Paul Gerbert. C'était pour lui une formidable opportunité. À 28 ans, il allait enfin réaliser son rêve, devenir un passeur de lumière, un éditeur. Les bras chargés de paquets, il actionna l'interrupteur du coude et fonça dans la cuisine. Ses gestes étaient tellement enjoués qu'il en devenait maladroit, prétexte à laisser éclater des rires de joie. Il déposa un énorme bouquet sur l'évier, rangea champagne et petits fours dans le frigidaire. Dès qu'Aline rentrerait du travail, ils fêteraient ensemble la bonne nouvelle. Elle terminait son internat de médecine à l'hôpital Necker. Les enfants étaient sa grande passion. Elle transpirait la bienveillance maternelle et la force de vie. Cette femme était tout pour lui, son amour, sa source vive, son âme sœur. Cela faisait 4 ans qu'il partageait un 25 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble ancien, place d'Enfer Rochereau. Avec sa minuscule cuisine séparée par une porte en verre feuilleté, ce logement avait connu leur premier pas à deux et la fin de leurs études respectives. Bientôt, ils ne correspondraient plus ni à leur situation, ni à leur désir de fonder une famille. Alexandre regardait avec une certaine tendresse les 2 bureaux disposés l'un en face de l'autre, la table basse en forme de petit beurre et l'infatigable clic-clac. 3 tours contenant des centaines de CD menaçaient de s'effondrer sur une vieille chaîne hi-fi posée à même le sol. Les photos souvenirs et affiches de films fleurissaient sur les murs vert prairie. Et puis il y avait surtout des livres partout, aussi envahissants que peut l'être le bonheur lorsqu'il a décidé de vous tutoyer. Les romans classés par genre, par courant ou par nationalité côtoyaient les manuels médicaux amoncelés au petit bonheur. Ses yeux vagabondèrent sur le bureau de sa douce. Au milieu d'un indescriptible foutoir se dressait la réplique miniature d'un squelette humain. Cette poupée pédagogique leur servait à matérialiser leur humeur du jour. Aujourd'hui, le mannequin avait la mâchoire béante et les bras levés vers le ciel, en signe de victoire. Aline savait qu'il réussirait. Elle n'avait jamais cessé de croire en lui, même dans ses moments de doute. Alexandre secoua la tête pour dissiper ses émotions. C'était bien là son pire défaut, une émotivité capable de le submerger, de le paralyser. Aline ne finirait pas son service avant 22 heures. Ça lui laissait un peu de temps pour travailler son premier projet. Paul Gerbert venait de lui confier un manuscrit qui avait retenu son attention. Il s'agissait d'un thriller ésotérique se déroulant dans l'univers de la finance. L'histoire semblait vaguement inspirée du scandale Jérôme Kerviel. Elle avait été imaginée par un auteur débutant dont on lui communiquerait les coordonnées ultérieurement. D'ici là, il devait retravailler le document, proposer un titre, s'occuper du lancement, des textes de présentation. Pour ne pas l'influencer, Gerbert lui avait donné le moins d'informations possible. C'était son galop d'essai, son baptême du feu. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Sa veste vola sur le porte-manteau. La chaîne hi-fi se mit à jouer de Nothing Song de Sigur Rós. Un verre de Ricard obturé de glaçons vint se planter sur son bureau, juste à côté du pavé de 300 pages. Alexandre s'assit confortablement et se plongea dans les premières pages, réputées décisives dans l'achat d'un livre. Il ouvrit machinalement une boîte à cigares et en extirpa un sachet de cannabis. Ses doigts introduisirent l'herbe dans un grinder pour la transformer en une poudre odorante. Avant de la mélanger à un rail de tabac blond couché sur 3 feuilles assemblées, il marqua une courte pause. Quelque chose d'inhabituel le touchait dans ses lignes. Mais le jeune assistant n'arrivait pas à identifier quoi. Une gorgée de pastis et 3 bouffées de cannabis plus tard, il se plongea dans le futur bouquin. Au bout de 50 pages, le jeune homme fut gagné par un sentiment d'impuissance, une envie de tout plaquer. Pensant chasser ses idées noires, il poursuivit sa lecture. 100 pages.
Alexandre claqua le manuscrit entre ses deux mains, attrapa un cutter et trancha les veines de ses poignets. Une ombre brunâtre se répandit sur toute la surface de son bureau. Il ferma lentement les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. En moins d'un mois, c'était le 3e employé qui disparaissait ainsi. Une malédiction semblait s'être abattue sur les éditions Paul Gerbert. Les enquêtes précédentes avaient conclu à des suicides, faute d'éléments laissant penser à une intervention extérieure. Cette fois, le parquet exigeait des investigations approfondies. Alexandre s'était le suicidé de trop. Le magistrat ne savait pas dans quelle direction orienter les enquêteurs. Harcèlement moral, incitation à mourir ou homicide maquillé. Aussi confia-t-il le dossier à une vieille gloire du quai des Orfèvres, un spécialiste des affaires sensibles. Les flashs des appareils numériques illuminaient le visage du commandant Niels Thienot. Son crâne chauve coiffait des yeux gris acier. Les éclairs lumineux soulignaient les rides qui coulaient de ses paupières et dessinaient sur ses joues de longues traînées sombres. Cintré dans un costume, sa carrure de boxeur catégorie poids lourd évoquait un puissant carnassier qu'étant une proie digne de sa force. Après des débuts très remarqués dans l'antiterrorisme et un passage éclair à la brigade fluviale, Thienot avait passé l'essentiel de sa carrière à la criminelle. C'était un puriste rigide et un opiniâtre. Il descendait d'une famille de policiers. Chez lui, on était flic de père en fils depuis 3 générations. Un héritage plutôt lourd à porter. Les mauvaises langues disaient qu'il ne s'était jamais marié et n'avait pas eu d'enfant, uniquement pour mettre un terme à la lignée. Les gars du labo finissaient de ranger leur matériel. Ils avaient passé le studio au crible, clichés, échantillons de sang, prélèvement de traces papillaires, présence d'ADN. Alexandre reposait à l'Institut médico-légal. L'autopsie aurait lieu dans l'après-midi. Cutter, matière stupéfiante et verre de pastis étaient partis dans des sachets en plastique pour analyse. Avant de s'en aller, l'un des techniciens remit à Thienot une enveloppe Kraft contenant les photos du corps, tel qu'on l'avait découvert. Le commandant ne prit même pas la peine de les regarder et les fourra dans sa poche. Il connaissait par cœur ces images de gamins aux bras tailladés et à la peau d'une lividité lunaire. Pour le moment, elle ne lui apprendrait rien. Il devait d'abord prendre ses marques, s'imprégner de la victime. Dans le cas d'un suicide avéré, on finissait généralement par trouver un semblant d'explication. Une lettre, des tentatives antérieures, une maladie, un désespoir. Selon sa compagne, Alexandre aimait la vie et n'avait aucune raison de mettre fin à ses jours. Et pourtant, tout laissait à penser qu'il s'était suicidé. On l'avait retrouvé seul, enfermé dans son domicile, porte verrouillée de l'intérieur, avec les clés sur la serrure. Comme pour les 2 autres, il s'agissait d'un geste incompréhensible, mais également d'un acte volontaire. Les 3 défunts venaient d'obtenir une promotion chez Paul Gerbert. Ce dernier les avait nommés assistants d'édition. Ça faisait un dénominateur commun. Après 25 ans d'enquête, Thienot croyait en la suprématie de l'instinct sur la réflexion. Ses premières impressions étaient souvent les plus justes. Une intention meurtrière planait sur ce dossier. Le faciès d'un démon rieur se tordait au-dessus de sa tête, et il le ressentait. Le mal était toujours là, tapi dans l'ombre.